une introduction en arabe. Oui, 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 oui. Donc, salam alaikum, bienvenue dans notre euh, avant-dernière session de formation dans ce cycle du quatrième cycle 2025. Nous avons cette session et nous avons, Inch'Allah, après presque un mois, le 18 décembre, une dernière session de formation dans ce cycle pour entamer plus tard en 2026, Inch'Allah, un nouveau cycle de formation. Donc, un petit rappel de la procédure de création de compte et comment ça marche. Donc, pour le iTanticket, c'est un service dédié aux universités publiques, membres du consortium marocain pour l'accès aux ressources électroniques, principalement, et les établissements de recherche, les enseignants dans les établissements de recherche publics. La cible principale sont bien sûr les enseignants, chercheurs et les doctorants inscrits à partir de la troisième année, à condition d'avoir un email institutionnel. Donc, ce sont les conditions pour être éligible. Pour la procédure de création de compte, donc on fait un groupement de demandes que les universités font et nous envoient selon un modèle qu'ils ont déjà. Donc, l'opération est rodée dans toutes les universités publiques. Donc, on reçoit des demandes de toutes les universités pour créer les comptes à leurs doctorants et à leurs enseignants. Euh, on a à peu près plus de 30 000 comptes créés jusque-là. Nora, tu me corriges s'il te plaît, parce que Nora est chargée de la gestion de cette solution. Malheureusement, on ne peut pas accepter les demandes individuelles. On les redirige vers les universités pour suivre la procédure de création de compte. Une fois la création est faite, vous recevez une notification de noreplay@turnitin.com vous envoyant un lien d'activation avec un identifiant username et un mot de passe que vous devez changer par le vôtre. Le mot de passe doit être assez fort pour garantir la sécurité de vos comptes. Et une fois vous activez le lien qui reste valable pour un mois, 30 jours, vous avez la possibilité d'utiliser. Si par contre n'activez pas le compte dans cette période, vous nous contactez ou vous contactez votre université pour nous le mentionner et on vous envoie un nouveau lien d'activation. Sinon, si vous avez déjà activé le compte et l'utilisé et par hasard vous avez oublié votre compte, vous devez faire mot de passe oublié et vous récupérez le compte. Donc, ce sont les demandes et les requêtes fréquentes qu'on reçoit que j'essaie de synthétiser et les mentionner parce que parfois ça vous fait perdre le temps d'utilisation et ce sont les principales demandes qu'on reçoit des doctorants qui ont des comptes. Si vous n'avez pas de compte, donc vous devez contacter principalement votre CEDOC. C'est notre donc, c'est l'entité qui regroupe les doctorants et qui saurait vous rediriger parce que, en principe, nous avons dans chaque université un interlocuteur, mais dans certaines universités, nous n'en avons pas. Donc, dans ce cas, on vous redirige vers votre CEDOC. Sinon, on vous redirige vers la personne contact. Donc, si vous nous contactez, s'il vous plaît, veillez à mentionner votre université, votre faculté, pour qu'on sache vous guider le mieux, parce qu'on ne pourra pas répondre aux demandes de création de comptes individuels. Donc, c'est ça l'essentiel. Sinon, la solution, donc, elle est euh, mise à votre disposition à travers le limite CNRST. Donc, si vous passez par nous, vous allez utiliser gratuitement la solution parce que le CNRST paye pour toutes les universités. Et sinon, ce sont les éléments, je pense, clés qu'on répète à chaque fois parce qu'on sait qu'à chaque fois, il y a de nouveaux doctorants ou chercheurs qui nous rejoignent. Donc, avec nous, Madame Pamela, consultante senior chez Turnitin,
Elle va vous montrer comment utiliser de la meilleure façon la solution. Et à fur et à mesure, on va répondre à vos questions, Nora et moi-même. Donc, prière de les poser dans la rubrique questions-réponses pour que ça nous facilite leur identification. Dans le chat, Nora et moi-même allons partager avec vous toutes les informations nécessaires. Et merci. Merci, merci pour cette introduction. Et alors, maintenant, on va commencer avec la partie plus pratique de ce webinaire. Je sais qu'il y a des questions sur la chat général, mais comme Madame Slimani vous a dit, il serait mieux si vous posez vos questions directement sur la question-réponse parce qu'il est plus facile de le retrouver s'il y a plusieurs commentaires sur la chat. Il est vraiment, vraiment difficile de les distinguer des salutations, etc. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va voir Authenticate. Est-ce que c'est une plateforme qui nous sert? Pourquoi? Et après, on va aller sur le produit, sur le compte chercheur pour vous montrer comment ça marche avec nos dossiers, comment on peut déposer un document, comment on peut effectivement recevoir un rapport de similarité et comment on peut l'examiner, l'interpréter. Alors, ce qu'on va faire dans la partie finale, comme Madame Slimani vous a dit, sera de répondre à vos questions, à toutes les questions dont Madame Slimani et Madame NASA n'ont pas eu l'opportunité de répondre. OK? Alors, pour ce qui concerne Authenticate, vous savez que c'est une plateforme qui vous offre l'opportunité de déposer des documents, des fichiers au-dedans de la plateforme et après de recevoir un rapport de similarité qui vous offre des filtres, qui vous offre l'opportunité de voir le pourcentage, le taux de détection IA pour les travaux qui ont été déposés en anglais, en japonais et en espagnol. Et après aussi, ça vous donne l'opportunité aussi de voir s'il y a peut-être des phrases, des paragraphes que vous avez peut-être oublié de citer, etc. Alors, ce que la plateforme ne peut pas faire, et je veux le dire maintenant parce que on reçoit cette question tous les temps, et je ne parle pas seulement de ce type de webinaire, mais en général, chaque fois qu'on présente une session de formation, la question est toujours est-ce que le taux qu'on reçoit sur le rapport de similarité est un taux de plagiat? Non. Le taux qu'on reçoit une fois qu'on a déposé un document et que le document a été comparé avec la base de données n'est pas un taux de plagiat, c'est un taux de similarité. Ça veut dire que on a comparé votre texte, votre fichier avec la base de données qui est vraiment, vraiment très large. Et cette comparaison nous a apporté, avec l'aide de notre algorithme, à un pourcentage de similarité, la pourcentage que vous voyez dans votre compte Authenticate, ainsi que autant que dans votre compte, dans votre rapport de similarité. D'accord? C'est à vous d'interpréter les résultats et de décider s'il y a du plagiat au-dedans de ce texte. Parce qu'on sait qu'il est toujours possible de déposer un document, un fichier, et après de le comparer avec une base de données, retrouver un pourcentage de similarité qui est très élevé. Mais ça ne veut pas dire qu'on a du plagiat parce que peut-être qu'on a oublié des guillemets dans la page numéro 1, dans la page numéro 10. On doit seulement corriger ces erreurs pour alors pouvoir réduire avec nos filtres le pourcentage de similarité d'une valeur qui est très élevée, peut-être, mettons comme un exemple 80%, directement à le réduire à un pourcentage plus acceptable, par exemple 20%. OK? Ainsi que Authenticate ne peut pas détecter le plagiat. Le plagiat, c'est un jugement que vous donnez à vos textes une fois que vous avez terminé
l'analyse, l'interprétation des résultats. D'accord? On n'a pas de plagiat au-dedans d'Authenticate. S'il y a du plagiat, c'est à vous de le découvrir après d'avoir analysé les résultats. D'accord? OK? Alors, mais comment fonctionne-t-elle notre solution? OK? Comment on peut faire pour l'utiliser correctement, pour l'utiliser d'une manière utile? OK? Alors, je vous montre directement notre nouveau compte d'Authenticate. Alors, je sais qu'on a reçu récemment, notre équipe de support technique a reçu récemment des messages de plusieurs utilisateurs qui nous ont dit « Ok, je ne peux pas créer un nouveau mot de passe, je ne peux pas accéder à mon compte. » Alors, rappelez-vous ce que vous a dit Madame Slimani il y a quelques minutes, parce qu'elle vous a dit qu'on utilise maintenant une nouvelle version d'Authenticate, que c'est la version que vous voyez ici au centre de l'écran. Cette nouvelle version ne reconnaît pas votre mot de passe, le mot de passe que vous utilisiez dans la version ancienne d'Authenticate. D'accord? Alors, vous avez besoin d'être ajouté à cette plateforme de nouveau. Et une fois que vous recevez un message de bienvenue de la nouvelle plateforme d'Authenticate, c'est de ce moment-là que vous pouvez commencer à utiliser Authenticate de nouveau. La version ancienne, la version que vous aviez, peut-être que vous avez utilisée dans le passé, l'année passée, ne marche plus. D'accord? Alors, même si vous envoyez un message à notre équipe de support technique, ils n'auront pas l'opportunité de vous aider si le problème est accéder à la version ancienne d'Authenticate. OK? Ça, c'est justement pour vous donner une introduction. Alors, une fois que vous avez reçu ce message, vous avez créé votre mot de passe, voici votre nouveau compte Authenticate. OK? Qu'est-ce qu'on peut faire ici? OK? Alors, à gauche, on peut retrouver ces 4 sections, mes fichiers, partagés avec moi, corbeille et paramètres. Alors, mes fichiers, c'est la partie du compte qui vous apparaît immédiatement une fois que vous vous connectez au compte. Et c'est la partie où vous pouvez créer des fichiers, vous pouvez créer des dossiers et déposer des documents. Okay? Ici à droite, vous pouvez voir l'option charger. Et ici, presque au centre de l'écran, la section ajouter les dossiers. OK? Alors, il est possible de déposer des documents au-dedans d'un dossier, mais aussi on peut déposer sans créer des dossiers. Mais comme vous savez, si vous avez peut-être besoin d'organiser vos contenus parce que vous avez un journal scientifique, autant que des thèses de doctorat, autant que vos articles de recherche, il est très utile d'ajouter des dossiers parce que le dossier vous donne l'opportunité d'organiser vos articles, vos chapitres, etc. dans un endroit qui est très précis et qui vous montre seulement ce que vous voulez voir chaque fois. Si vous n'utilisez pas les dossiers, pas de problème, tous vos documents, tous vos fichiers et vos rapports de similarité apparaîtront ici dans cette liste avec cette icône en bleu. OK? Si vous avez créé un dossier, le dossier apparaît avec une icône en noir. OK? Et ça, c'est la différence entre noir et bleu. Le noir est un dossier, le bleu, c'est seulement un document que vous avez déposé au dehors d'un dossier. Si on crée un dossier, on clique sur « Ajouter un dossier » et tout ce que le système va vous demander, c'est de mettre un titre ici. OK? Vous mettez le titre de dossier, le nom du dossier ici et c'est tout. Vous n'allez pas retrouver cette partie ici parce que dans vos comptes, cette option-là ne marche pas. Ainsi que vous l'oubliez complètement et vous pensez seulement à donner un nom à ce dossier. D'accord? Et après, vous ajoutez et le dossier apparaîtra immédiatement ici dans la liste. OK? Mettons que
moi j'ai créé novembre 2024. Peut-être que je veux corriger le titre. Alors, je peux utiliser les 3 points ici à droite. OK, pour changer le nom. OK. Si je clique sur, par exemple, novembre 2024, je veux modifier. Et après, le système me donne l'opportunité de changer. OK, ça, mettons comme ça. OK, si j'enregistre, le titre, le nom changera immédiatement. OK, ça c'est très facile. Si j'ouvre novembre 2025, je retrouve, si j'ai déjà déposé des documents, je vais retrouver ma liste des documents. Si je n'ai jamais déposé un document ou un fichier, je peux cliquer sur charger et ça me donne l'opportunité de déposer quelque chose. On a 2 options pour déposer. On a l'option de comparaison de base de données et comparaison de documents. La comparaison de base de données, ça veut dire que moi, je vais déposer un document, un fichier, un document, et ce fichier sera comparé avec l'entière base de données d'Authenticate. La base de données d'Authenticate contient pages web, publications, travaux soumis dans le passé. OK? Tout ça est au-dedans de notre base de données et la comparaison de base de données vous donne l'opportunité de l'utiliser complètement dans son totalité. D'accord? Si vous utilisez la comparaison de documents, ça c'est une comparaison qui est limitée. Ça veut dire que moi, par exemple, j'ai reçu hier un article d'un auteur qui désire publier au-dedans de mon journal scientifique. Moi, quand j'ai commencé à lire cet article, par exemple, j'ai commencé à penser que ce document se ressemblait à quelque chose d'autre que j'ai déjà lu. Alors, dans ces cas, si je sais ou si j'ai une copie des documents que j'ai déjà lus et qui se ressemblent beaucoup aux documents, à l'article de recherche d'aujourd'hui, je peux utiliser la comparaison de documents pour déposer moi-même, oui, la copie de l'article que j'ai reçu aujourd'hui, mais aussi un maximum de 5 documents qui se ressemblent à cet article et que je veux seulement comparer dans une comparaison qui est très focalisée. Alors, par exemple, si j'ouvre comparaison de documents, vous voyez ce que je veux dire. Fichier principal, que c'est l'article scientifique que j'ai reçu aujourd'hui. OK? Mettons que c'est ici. Je peux mettre l'auteur. Par exemple, ça c'est l'auteur qui m'a envoyé l'article pour le publier au-dedans de mon journal scientifique. Et après, un maximum de 100 documents à comparer. Ces 100 documents doivent être dans mon ordinateur où je dois les avoir moi-même. Sinon, le système ne pourra pas comparer le premier fichier avec quelque chose. Alors ici, c'est comme j'ai dit, une comparaison limitée et les documents pour la comparaison ont été choisis par moi-même. D'accord? Alors, une fois que j'ai fait ça, je peux confirmer. OK? Et le système va commencer la comparaison. Et vous voyez ici que traitement en cours, c'est alors le système qui travaille pour vous donner un pourcentage de similarité, pour vous donner des infos pour cette comparaison limitée. OK. Si on veut au contraire faire la comparaison entre votre fichier et la base de données entière, on va utiliser comparaison de base de données. Ça, c'est normalement la comparaison la plus fréquente et la plus populaire, on va dire. OK, ici, vous avez des infos sur la taille, le type de fichier accepté, etc. D'accord? Et une fois que vous avez lu tout ça, vous pouvez aller à la fin au bout de la page et choisir un fichier. Par exemple, mettons ce fichier-là. D'accord?
Et une fois que vous avez fait ça, le système vous donne l'opportunité de mettre encore une fois le nom et prénom de l'auteur. OK. Ça, c'est très, très utile si, par exemple, vous recevez des articles tous les temps pour votre journal et vous avez besoin de distinguer un auteur de l'autre. OK? Et après, je vais envoyer et le système va commencer à calculer un taux de similarité pour cette comparaison. OK? Il y aura une différence entre les résultats qu'on va voir parce que vous voyez que les documents à document, qui était la comparaison entre un fichier et un maximum de 5, ne me donne pas immédiatement le pourcentage de similarité. Le pourcentage, je pourrais la voir une fois que j'ouvre le rapport de similarité. Mais si, par exemple, je fais, comme j'ai juste terminé, une comparaison entre mon document et la base de données entière, alors dans ces cas, le pourcentage apparaîtra immédiatement. OK? Vous voyez la différence. OK? Et je peux ouvrir, par exemple, la comparaison document à document et le système me donne un rapport de similarité qui est presque le même pour ce qui concerne les filtres, pour ce qui concerne les options de visualisation, la même visualisation que je recevrai une fois que j'ouvre l'autre comparaison. OK? Vous voyez ici qu'on a le document au centre de l'écran, l'opportunité de voir la pourcentage de similarité ici, section personnalisée, indicateur, rédaction par l'IA, si elle est disponible, et toutes les sources ici. Pamela, pardon. Oui, oui. Pardon. Est-ce que vous pouvez vérifier votre micro parce qu'on a l'audio à 100% et à peine on vous entend. OK. Est-ce que vous pouvez vérifier s'il vous plaît? Oui, moi c'est au maximum, mais je peux justement arrêter d'utiliser les... Oui, peut-être. OK, laissez-moi voir. Je vais modifier ça. OK. C'est mieux maintenant? Oui, pour moi, oui. Pour moi, oui. J'espère que c'est la même chose pour les participants. Pour le reste? Merci beaucoup. Oui, je vous en prie. Merci. Oui, alors ça c'est la comparaison limitée, comme on a dit. Si on ouvre, mais comme vous voyez, on a toutes les options. Si j'ouvre par exemple la comparaison traditionnelle, que c'est entre votre fichier et la base de données complète, je clique sur le 88% et le système me donne exactement le même type de rapport de similarité. Bien sûr, les résultats seront différents parce que la liste des sources, si j'ai comparé mon fichier avec la base de données complète, bien sûr, les sources identifiées seront plusieurs. Mais quand on utilise la doc-to-doc, on a justement seulement 6 documents qu'on a comparés et bien sûr, les sources seront toujours limitées. Mais comme vous voyez, ce qu'on voit ici à note, similarité, section personnalisée, indicateur, rédaction par l'IA, sources et filtres, toutes ces options, elles seront là. OK? Mais on a justement des infos qui sont un peu plus, comment on dit, un peu plus riches au-dedans d'une comparaison avec la base de données complète comparé à ce qu'on peut recevoir en termes de résultats pour ce qui concerne la comparaison doc-to-doc. OK? Mais comme la manière de interpréter les résultats, d'analyser tout, c'est exactement la même et on va justement la faire dans quelques minutes. Maintenant, je retourne au-dedans d'un compte chercheur. OK? Et ici, on peut voir alors qu'on a tous les fichiers qu'on a au-dedans de ce dossier. Si je retourne sur My Files, mes fichiers, je peux alors, comme je vous ai dit au début, vous pouvez toujours déposer quelque chose sans utiliser les dossiers. Vous avez l'option charger et ça vous donne exactement les mêmes options. OK? Ici,
comparaison de base de données, comparaison de documents. Exactement la même différence pour distinguer document à document et bien sûr comparaison avec la base de données générale d'Authenticate. Et ça, c'est tout ce que vous pouvez faire au-dedans de la liste Mes fichiers. Si vous voulez modifier quelque chose sur les dossiers, par exemple, pour ce qui concerne titre du dossier, etc., comme j'ai dit, vous pouvez utiliser les 3 points ici à droite. Et aussi, vous pouvez cliquer sur la petite boîte ici. Et si je fais ça, j'ai l'opportunité de modifier immédiatement, de partager. Je peux décider de partager mon dossier avec des collègues qui utilisent Authenticate dans mon université marocaine, ou je peux supprimer le dossier ou des documents individuels directement d'ici. OK? Alors, comme vous voyez ici, on a des dossiers qu'on a déjà partagés. Comment peux-je découvrir ou savoir que j'ai déjà partagé avec un ou plus d'un collègue? Vous pouvez le découvrir ici parce qu'on a l'icône, comme vous voyez ici, d'un homme ici. Et cette icône-là, au-dedans du dossier, ça me dit que j'ai déjà partagé avec quelqu'un. Si j'ai par exemple quelque chose comme ça en noir sans le personnage dedans, ça veut dire que je n'ai pas encore partagé avec un collègue, ok, ou plusieurs collègues. Comme j'ai dit, vous pouvez partager seulement avec quelqu'un qui fait partie de votre compte institutionnel. Si je clique par exemple ici sur la petite boîte, je partage, ici à note. Si votre collègue fait partie de votre compte institutionnel, si vous mettez son nom, vous allez le retrouver ici. Si je mets, par exemple, quelqu'un qui ne fait pas partie de mon institution, il n'apparaîtra pas ou elle n'apparaîtra pas et pour ces raisons-là, vous n'aurez pas l'opportunité de partager. OK? Mais une fois que vous partagez, c'est très utile parce que votre collègue aura l'opportunité de voir les rapports de similarité qui ont été déposés au-dedans de ces dossiers. Mais aussi, votre collègue pourra aussi déposer des fichiers au-dedans du dossier que vous avez partagé, qui vous avez partagé ou que votre collègue a partagé avec vous. D'accord? Ainsi qu'une fois que, par exemple, vous avez partagé quelque chose avec votre collègue ou quelqu'un a partagé quelque chose avec vous, vous allez voir que si vous ouvrez la partie partagée avec moi, ici à gauche, vous aurez l'opportunité de voir le dossier que votre collègue a partagé avec vous et les fichiers qui sont contenus au-dedans de ces dossiers. D'accord? C'est vraiment très facile. OK? Si vous avez, comme j'ai dit, la nécessité d'éliminer quelque chose de votre liste, et vous pouvez éliminer un dossier entièrement ou des documents individuellement. Par exemple, mettons que j'ai besoin d'éliminer un dossier et un document. OK? Si je clique sur les petites boîtes pour les deux, je peux cliquer sur supprimer. Et une fois que je clique supprimer, bien sûr, le système me donne un petit conseil. Est-ce que vous êtes sûr, etc., etc. Oui. Alors, je vais déplacer tout dans la corbeille. Si je clique sur la corbeille, je retrouve les fichiers et aussi les dossiers que j'ai décidé d'éliminer. D'accord? Directement au-dedans de cette liste. Voilà. On a le dossier et on a bien sûr les fichiers individuels. Si j'ai besoin d'éliminer directement un de ces documents, okay, par exemple, mettons ce document-là, je clique sur supprimer définitivement parce que jusqu'au moment que vous cliquez supprimer définitivement, les fichiers et vos dossiers resteront au-dedans de la corbeille. Alors, si je clique sur supprimer définitivement, le système éliminera complètement ces fichiers de la liste et ça veut dire que
ces documents, on ne pourra pas les récupérer. D'accord? Et ça, c'est la raison pour laquelle on vous conseille d'être très, très, très diligent avec ça parce que vous savez que chaque fois que vous déposez un fichier sur Authenticate, fichier utilise un crédit de votre licence institutionnelle. OK? Si vous, par exemple, euh, éliminez, supprimez un fichier d'ici, de cette liste, mais après, peut-être quelques jours après ou un mois après, vous rappelez que vous avez besoin de peut-être examiner le rapport de similarité pour cet article encore une fois. Alors, vous devrez malheureusement déposer de nouveau. Et quand vous déposez de nouveau, ça va utiliser un autre crédit de votre licence, même si ce document avait été déjà déposé dans le passé. OK? Vous l'avez supprimé et ça veut dire que vous avez besoin d'un autre crédit. Vous savez que vos crédits ne sont pas crédits individuels, ce sont des crédits institutionnels que vous utilisez, ainsi que on vous conseille toujours de faire attention avec ça parce que chaque fois que vous réutilisez un crédit pour le même document, euh, vous utilisez des crédits que d'autres chercheurs auraient pu utiliser aussi pour leur travail. OK? On peut toujours déplacer un dossier ou un fichier de cette partie du compte de la corbeille et vous pouvez les restaurer sur mes fichiers. Par exemple, mettons que j'ai besoin d'avoir ce document dans ma liste de mes fichiers. J'ai décidé de ne pas supprimer. J'ai besoin que ce document reste dans ma liste de mes fichiers. Pas de problème. Je clique sur la petite boîte et après, je clique sur restaurer. Et ça me donne l'opportunité de retrouver ces documents où il était en origine. Et ça, c'est au-dedans de mes fichiers. OK? Et on va le retrouver ici. OK? Et ça, c'est un peu comment vous pouvez euh, gérer vos documents, vos dossiers et l'élimination de vos fichiers. D'accord? Si vous avez, par exemple, mettons que la première semaine que vous avez utilisé les comptes, euh, vous avez, euh, vous avez déposé tout sans créer un dossier et maintenant vous vous retrouvez avec plusieurs documents ici que vous voulez envoyer, que vous voulez peut-être garder au-dedans d'un dossier. Pas de problème, vous créez un dossier et après vous cliquez ici à gauche, OK? Et vous cliquez sur déplacer. Et une fois que vous cliquez sur déplacer, vous allez voir vos options, OK? Tous les dossiers que vous avez créés. Et maintenant, vous pouvez déplacer ces documents, mettons sur novembre 2025. Je déplace et le document a disparu de ma liste des icônes en bleu. Mais si je clique sur novembre 2025, je le retrouverai directement ici. OK? Ça, c'est les documents qu'on a retrouvés. D'accord? Et ça, c'est tout ce que vous pouvez faire pour réorganiser vos contenus et pour déposer les documents au-dedans de mes fichiers. On peut voir aussi la partie paramètres. Alors, on a des chercheurs qui commencent à tester sans utiliser les paramètres et quand ils commencent à déposer des documents officiels, il décide bien sûr de fixer les paramètres directement d'ici. Parce que ces paramètres vous donnent l'opportunité de choisir des filtres, de décider avec quelle partie de notre base de données vous voulez comparer vos fichiers, etc. Alors, paramètres, il n'est pas nécessaire de les paramétrer maintenant, de les sélectionner maintenant, après d'avoir bien sûr commencé à déposer. Vous pouvez
justement commencer directement avec vos paramètres ou vous pouvez commencer à tester avec mes fichiers et après sélectionner les paramètres que vous aimez plus, justement une fois que vous êtes prêt à déposer officiellement. OK? Alors, comparer les copies au contenu suivant, c'est la première option que vous retrouvez ici. Ça, justement, vous montre justement quelles sont les parties de la base de données d'Authenticate avec lesquelles vous pouvez comparer vos fichiers. On a des contenus publiés par le groupe Crossref. On a les pages Internet qu'on archive chaque jour sur notre base de données. Œuvres envoyées, celles-ci sont les documents que les utilisateurs d'autres universités ont décidé de indexer ou garder au-dedans de notre base de données. Publications qui ne font pas partie de Crossref et sources de préimpression. OK? Vous pouvez toujours décider de ne pas comparer vos documents avec Crossref ou les pages Internet, etc. Nous vous conseillons toujours de comparer avec tout. Vous avez ces options pour exclure une section ou l'autre de la base de données de la comparaison directement au-dedans de chaque rapport de similarité. OK? Mais vous avez absolument complète liberté de décider ici. D'accord? Il y a aussi une liste d'exclusions que vous pouvez appliquer. Alors, l'exclusion du résumé, des faibles correspondances, matériel et méthode, bibliographie, citation directe et indirecte. OK? Encore une fois, vous pouvez décider de, par exemple, n'exclure pas les faibles correspondances, peut-être de n'exclure pas la bibliographie. Même si vous avez fait ce choix, rappelez-vous que vous avez l'opportunité de changer d'avis une fois que vous êtes au-dedans du rapport de similarité et on verra comment on peut faire ça. Et vous avez aussi une nouvelle section qui s'appelle section personnalisée. Celles-ci sont des sections que normalement on inclut dans nos articles de recherche, dans nos thèses de doctorat, etc. Alors, ce que vous ne pouvez pas faire ici, c'est de créer des nouvelles sections. Si vous avez une section personnalisée qui n'est pas inclue ici, vous devez rejoindre votre administrateur de compte et cet administrateur de compte pourra ajouter des sections additionnelles. Mais vous ne pouvez pas le faire. Alors, je dis ça aussi et j'ajoute que, par exemple, si vous avez utilisé la version ancienne d'Authenticate, dans la version ancienne d'Authenticate, on avait l'opportunité de créer des listes de sites web qu'on voulait exclure. Et cette option-là peut être seulement paramétrée et sélectionnée par vos administrateurs de compte. Si vous avez des listes de sites web que vous voulez exclure, vous devez contacter votre administrateur de compte et discuter de ça avec eux. Parce que vous n'avez pas l'opportunité de créer ces listes de sites internet ici. Et les sections personnalisées sont les sections qui sont la substitution pardon, de l'exclusion des paragraphes ou des phrases, l'exclusion qu'on avait dans la version ancienne d'Authenticate. Maintenant, vous n'avez plus l'opportunité d'exclure des phrases, mais vous avez l'opportunité d'exclure les sections personnalisées. Ça ne peut pas changer. Ça, c'est quelque chose que maintenant est permanente comme choix, mais je crois que vous allez la retrouver un peu plus facile à utiliser. Alors, une fois que vous avez décidé ce que vous voulez exclure et tout ce que vous avez paramétré, vous pouvez retourner sur mes fichiers et alors ça, ces paramètres que vous avez juste choisis seront utilisés, appliqués aux documents, aux fichiers que vous allez déposer de ce moment-là jusqu'à la fin de votre licence. OK? Ou jusqu'à vous décidez bien sûr de changer vos paramètres de nouveau.
Alors, une fois qu'on a justement déposé tous nos fichiers, on peut commencer à analyser nos rapports de similarité. C'est très facile, comme je vous ai dit, n'importe quelle manière de déposer vous avez utilisé, même si c'est document à document ou si c'est la comparaison avec la base de données complète, vous cliquez sur, sur cette petite section 11% au document à document, le système va vous montrer le rapport de similarité immédiatement. OK? Par exemple, si je clique sur l'11%, voici le rapport de similarité. OK? Et ici, j'ai reçu l'11% de similarité, section personnalisée, indicateur et rédaction par l'IA. Rédaction par l'IA, je vous rappelle encore une fois, cette option marche seulement si les fichiers ont été écrits en anglais, japonais et espagnol. C'est tout. Si vous avez quelque chose que vous voulez déposer en français, en allemand, etc., ça ne marchera pas. OK? Seulement anglais, espagnol et japonais. D'accord? Et ça, nous ne savons pas quand des langues additionnelles seront ajoutées euh, à la rédaction par l'IA. Maintenant, c'est seulement ces trois. Alors, ici à droite, on peut voir encore une fois répéter le taux de similarité globale. On a les filtres qu'on a vus dans la section des paramètres du compte chercheur. Et voici les filtres qui vous offrent ici. OK? Moi, si j'ai l'intention, par exemple, de comparer les copies aussi avec le contenu Internet et sources des préimpressions, et j'applique les filtres, je m'attends à une similarité peut-être un peu plus élevée. Comme vous voyez, ce qui s'est passé maintenant, c'est que le pourcentage maintenant a été incrémenté. D'accord? Parce que bien sûr, j'ai ajouté une liste des fichiers au-dedans de la base de données que je n'avais pas utilisé pour la comparaison auparavant, mais maintenant je l'ai. Et ça, c'est la raison pour laquelle le pourcentage est beaucoup plus large, ok, plus élevé. Alors, ce que je peux faire ici, si je commence avec l'interprétation du taux de similarité, je peux voir qu'ici, j'ai deux sections, groupe des correspondances et sources. Source, c'est la liste des sites internet, des travaux envoyés, des publications qui ont été comparés avec mon fichier et que le système a retrouvé comme similaire à mon fichier. Vous voyez ici que si je commence à voir, à analyser la liste, je retrouve plusieurs sources. Par exemple, ici, on commence avec une source Internet. Voilà. Et si je continue tout à bas, j'aurai l'opportunité de retrouver aussi Crossref. On parle de publications dans ce cas. Si on a des publications qui ne font pas partie du groupe Crossref, on verra ici publications au lieu de Crossref. D'accord? Et on peut continuer jusqu'à la fin pour voir chacune de ces travaux. Et on a aussi travaux envoyés. Vous voyez ici qu'on a des utilisateurs Authenticate qui ont décidé de indexer au-dedans de la base de données Authenticate. Et pour ça, on peut voir aussi cette option. Vos travaux, c'est important à clarifier ça. Vos travaux ne seront jamais indexés dans la base de données d'Authenticate. Indexé, ça veut dire que on ne va pas garder des copies de vos articles, de vos travaux envoyés au-dedans d'Authenticate. Cette option n'existe pas au-dedans de vos comptes, ainsi que tous les travaux envoyés que vous allez voir ici au-dedans de la comparaison seront des travaux envoyés par d'autres universités ou institutions au dehors du Maroc. OK? Au moins au dehors de, de ce consortium d'universités marocaines. OK?
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Pouvons-nous commencer l'interprétation? Alors, on voit un 56% de similarité globale et on commence à penser qu'il y a quelque chose de mauvais ici, euh, on va s'inquiéter un peu. Alors, on doit justement voir s'il y a des raisons pour lesquelles cet pourcentage est, est, est aussi élevé. D'accord? Parce que par exemple, moi, je vois ici dans la liste des pages internet au 43%, etc. Alors, mettons que moi, avec mes collègues, moi, j'ai travaillé avec 3 ou 4 collègues pour la création de cet article de recherche. Ça, c'est très normal. Dans mon champ de recherche, on écrit ces fichiers à 4 mains. OK? Alors, ce qu'on a fait avant de déposer ces documents sur ce fichier, cet article sur Authenticate, on a peut-être publié l'abstract sur notre blog, sur la page institutionnelle de notre université, d'accord? Alors, mettons que ça, c'est le cas. Je crois que ça, c'est un cas limite. Je ne crois pas que ça va passer avec vous, mais mettons que ça, c'est le cas, d'accord? Alors, si je fais ça et mes collègues ont fait la même chose, si Authenticate a l'opportunité de capturer la page Internet institutionnelle de votre université, c'est partie de l'article que j'ai publié sur le site Internet apparaîtront ici. Et bien sûr, 43%, parce que j'ai seulement publié l'introduction, l'abstract, etc. Ça me donne ce niveau de similarité. Si j'avais publié le fichier entier dans le site institutionnel de mon université, alors ça me donnerait jusqu'au 100% de similarité. OK? Mais 43%, c'est trop pour moi. Et si je peux reconnaître qu'ici, on a 4 documents, ce sont les collègues qui ont créé les fichiers avec moi, alors je peux décider d'exclure mes collègues d'ici en utilisant cette icône pour l'exclusion. OK. Je vais la cercler. OK. Cette icône-là pour exclure les sources individuelles. Alors, j'exclus ça. Et après, je peux continuer à exclure. Et une fois que j'exclus tous les sources qui étaient légitimes, parce que je reconnais qu'on parle de sources de mes collègues, je commence à voir le pourcentage de similarité, le taux de similarité qui se réduit. D'accord? Alors, dans ces cas-là, on a réduit d'un point, mais si je continue à exclure, voilà 2 points, 54 au lieu de 56%. Je peux continuer à exclure tout ce que je pense c'est une exclusion légitime. Okay? Mettons par exemple, okay, un autre exemple, si moi je suis un étudiant de doctorat, j'ai publié ma thèse de doctorat l'année passée sur un site de source ouverte de l'université, par exemple. OK? Cette année, j'ai décidé de transformer un ou 2 chapitres de ma thèse en article de recherche. OK? Alors, j'ai décidé de créer cet article de recherche et bien sûr, parce que la base de mon article vient de ma thèse de doctorat, bien sûr qu'il y aura des similarités entre ma thèse de doctorat qui a été publiée sur les sources ouvertes et bien sûr la base de données d'Authenticate qui capture la liste des sources ouvertes, pardon, de thèses dans la liste des sources ouvertes de votre institution. D'accord? Et bien sûr, si vous voyez immédiatement que ça c'est le cas, que la pourcentage de similarité élevée dépend de notre thèse de doctorat, alors je peux exclure cette thèse de doctorat, mettons que c'est la thèse, c'est ça. Et, euh, et là, le taux de similarité se réduit encore une fois. Et vous voyez que de 56% maintenant, avec des exclusions légitimes, avec nos filtres,
on a retrouvé une similarité un peu plus acceptable qui c'est le 20-100%. Bien sûr que ça ne veut pas dire que le travail est original. Je peux continuer à analyser les résultats. Par exemple, si je clique sur les 11% pour voir quelle partie du texte inclut ces 11%, je clique là et le système à gauche va me surligner la partie du texte qui fait partie de mon fichier, mais aussi de ce site internet. OK? Et vous voyez qu'on a 4 parties du texte qui appartiennent à ce site internet. OK? Et on peut continuer à regarder si effectivement on a besoin de mettre des guillemets ici pour montrer que j'avais l'intention de citer correctement, par exemple. Aussi, ici, on a du plagiat. Maintenant, ça, c'est la manière de découvrir du plagiat. Si j'ai, par exemple, ici, l'opportunité de, si je suis l'étudiant ou le chercheur qui, bien sûr, vérifie son texte avant d'envoyer un article de recherche à un journal. Alors ici, j'ai l'opportunité de voir, OK, si je ne mets pas des guillemets ici, l'examinateur des articles pour le journal scientifique va penser que moi, j'ai plagié. OK? Alors, si je vais corriger avec des guillemets, je vais résoudre le problème parce que ça va me montrer un pourcentage de similarité un peu plus réduite. Mais si par exemple cet article de recherche a été reçu par l'examinateur du journal scientifique directement pour, par exemple, comme version finale de cet article, et même si, bien sûr, la pourcentage est du 25%, l'auteur a laissé au dehors des guillemets plusieurs phrases et s'il ne l'a pas fait, moi, peut-être je pourrais penser que cet auteur a décidé de passer ces phrases comme originales quand en fait il n'a pas écrit ça, il a justement pris des phrases d'un autre auteur et il les a mis au-dedans de l'article, espérant de n'être pas accusé du plagiat. D'accord? Alors, si moi, comme examinateur d'une thèse de doctorat, d'un article de recherche, je vois qu'il y a dans la version finale en particulier des phrases qui n'ont pas été incluses entre guillemets, non, maintenant, c'est le temps de penser est-ce qu'il y a du plagiat ou pas. Mais pas au début, quand je n'ai pas encore commencé à analyser le document. Et pour ces raisons-là, c'est pour ces raisons-là qu'on dit que le pourcentage de similarité de Turnitin d'Authenticate n'est pas un pourcentage en taux de plagiat, c'est un taux de similarité. Le plagiat, c'est un jugement que vous donnez au document après d'avoir analysé les résultats. D'accord? On retrouve parfois des pourcentages de similarité liés, enlacés aux sources qui sont similaires avec un taux qui est très très élevé, mais on a aussi des similarités enlacées aux sources qui vous montrent un pourcentage de similarité qui est très très petite. Par exemple, 1%, 2%, etc. Alors ici, on peut voir combien de mots sont similaires au-dedans de ces sources petites. Et on sait toujours que, par exemple, on a plusieurs blogs, sites internet, etc., qui recyclent des contenus. Ça veut dire que cette phrase-là qu'on a retrouvée au-dedans de ce site internet, peut-être existe aussi au-dedans d'autres sites internet. OK? Exactement avec la même liste de mots.
ok, succession de mots. Dans ces cas, ok, je peux décider alors d'exclure ces sources comme des correspondances petites et je peux retourner sur les filtres et décider d'exclure toutes les successions de mots qui incluent 11 mots au moins, ok? Et si je décide d'appliquer ces filtres, même si ces exclusions nous paraissent très très petites, vous voyez que le pourcentage a changé de 25% à 24%. Ainsi que les pourcentages petits peuvent aussi, les sources petites peuvent aussi influencer le résultat final. OK? Et pour ces raisons-là, il est important d'utiliser les filtres correctement pour retrouver un résultat qui est significatif pour nous. OK? Alors, vous voyez aussi qu'on a ici un bouton vert. Alors, le bouton vert vous dit que vous avez juste analysé la liste complète des sources identifiées pendant la comparaison. Mais si vous, par exemple, cachez le vert, si vous cliquez sur le vert et ça devient gris, ça veut dire que vous allez, alors devant vous, un sommaire de sources qui vous a été offert par l'algorithme. Notre algorithme d'Authenticate vous montre au-dedans du sommaire des sources la liste des sources par similarité à votre texte, mais aussi elle considère quand ces sources ont été capturées par notre base de données. Parce que l'algorithme a été paramétré avec cette idée. S'il y a un chercheur, un étudiant qui, par exemple, cherche sur l'Internet pour des citations, pour des auteurs, etc. Et après, prend des phrases de ces pages Internet et va les inclure au-dedans du texte. L'algorithme part de l'idée que ce chercheur et cet auteur chercheront ou prendront toujours ces phrases, ces paragraphes, etc., des premières pages les plus récentes de la recherche sur Google, etc. Pour ces raisons-là, le sommaire des sources vous montre les sources plus récentes, mais récentes pour ce qui concerne les dates de la capture au-dedans de la base de données et bien sûr le taux de similarité entre votre article. OK? Moi, je crois qu'il est plus facile d'identifier quelles sont les sources plus importantes si on retourne sur la partie en vert parce qu'on a toutes les sources listées d'une manière complète parce que l'algorithme ne peut pas savoir si effectivement un chercheur, un étudiant de doctorat a vraiment copié ou pris du texte d'un site internet qui est inclus au-dedans du sommaire. Mais ça, c'est à vous de décider, c'est à vous effectivement de voir quelle est la liste qui vous donne les infos qui vous convient, ok? Et qui vous aide plus. Si vous avez, par exemple, déposé un texte en anglais, ok? Vous avez aussi à disposition l'option groupe des correspondances. Alors, les groupes des correspondances vous donnent justement la liste des paragraphes, des phrases qu'on a retrouvées au-dedans de certains sites internet, publications, etc. Et si je clique sur bloc de texte, ça c'est ma correspondance, je peux voir pour ce site internet ce bloc de texte, cette correspondance, au-dedans de la source. Et ça me donne l'opportunité d'exclure cette correspondance, mais pas la source internet complète, nécessairement. Parce que si moi j'exclus, par exemple, de la liste des sources, moi j'exclus la source entière, même si cette source incluait, par exemple, 10
correspondances différentes, 10 blocs de texte différents, moi, avec l'exclusion de source, j'exclus tous les 10 immédiatement. Mais avec les groupes de correspondance, si par exemple les sites internet incluent 4 blocs de texte qui viennent de cette source internet, moi je pourrais exclure un de ces 4 blocs de texte et la source restera toujours disponible ici, moins bien sûr la phrase ou le paragraphe que j'exclus comme groupe de correspondance. OK? Ainsi que c'est quelque chose qui peut vous aider à effectivement distinguer quelles sont les parties d'une source qui était important à exclure ou quelles sont les parties d'une source qui était important de citer et mon auteur ne l'a pas fait. J'ai besoin d'avoir ça devant moi tout le temps, mais s'il y a quelque chose, par exemple, une description d'une théorie scientifique ou une pièce de législation, par exemple, qu'on peut seulement citer dans la même succession de mots et il n'y a pas besoin de la citer correctement, je peux l'exclure comme un bloc de texte au-dedans du groupe de correspondance et ça va me donner l'opportunité de faire des exclusions très vite, mais pas d'exclure la source entière si on n'a pas besoin de faire ça. OK? Mais comme j'ai dit, les groupes de correspondance marchent seulement si le texte a été déposé et écrit en anglais. D'accord? Une autre option pour les exclusions était la liste des sections personnalisées. On avait des sections personnalisées au-dedans de mon compte chercheur. Et si je regarde cette option, par exemple, ce texte, on a exclu l'abstract de cette comparaison. Si je clique sur Abstract, le système va me montrer la partie où l'abstract apparaît et on l'a surligné parce que cette partie a été exclue. Mais si on veut par exemple limiter l'exclusion, on peut cliquer sur Modifier les limites et décider par exemple d'exclure seulement la partie du début, par exemple le paragraphe, le premier, ok, ou les deux phrases, mettons, les deux phrases ici, je veux les exclure, mais le reste, non. Alors, je vais confirmer les modifications. Et vous voyez au début qu'on avait 74 mots exclus, mais maintenant, si je confirme les modifications, on aura exclu seulement 39 mots parce que j'ai changé les limitations. OK? Je peux aussi décider d'exclure l'abstract complètement. Alors, si je clique sur l'œil caché, ici, alors l'abstract disparaît complètement de ma liste d'exclusion et la pourcentage de similarité, bien sûr, incrémente. Mais si je veux voir encore une fois ou utiliser encore une fois l'exclusion de l'abstract, je peux cliquer sur afficher les paramètres et ça va me montrer où l'abstract, l'exclusion de l'abstract peut se trouver. Je clique sur le bouton en blanc et voilà, une fois que le bouton est en vert, je me retrouve immédiatement avec l'abstract devant moi. Je peux aussi modifier les limites encore une fois et je retourner au début. Et ça va me montrer, si je confirme, les 74 mots du début. OK? Bien sûr, si j'avais exclu l'introduction, initial analysis, dans ces cas, etc., toutes ces sections personnalisées, si elles existent, seront alors exclues et montrées dans cette liste. OK? On a les filtres toujours qu'on peut utiliser là. OK? Et les indicateurs, ici, ça nous montre s'il y a du texte masqué. Et ça veut dire s'il y a des caractères en blanc au-dedans du texte. Normalement, ces caractères en blanc on les inclut pour montrer, cacher que j'ai copié-collé dans notre auteur et je n'avais pas envie de citer cet auteur. Par exemple, on va le retrouver aussi comme guillemets. Par exemple, si je n'ai pas le temps d'inclure des caractères en blanc entre mots, j'ai
justement envie que que personne ne retrouve la similarité entre mon texte et l'auteur original, dans ces cas, je peux mettre des guillemets en blanc au début de paragraphe et à la fin. Et parce que je sais que Authenticate a des filtres pour exclure les citations. Les citations commencent avec des guillemets doubles, par exemple. Ça va être exclu et la similarité restera réduite. OK? Je vous rappelle que plusieurs publications et éditeurs utilisent Authenticate ou des systèmes similaires et ils ont l'opportunité, s'ils utilisent Authenticate, d'exclure les guillemets, mais aussi de voir si effectivement, avec les indicateurs, on avait quelques exclusions qui n'est pas légitime. Et je vous conseille toujours de citer correctement pour éviter d'être accusé du plagiat quand vous avez justement oublié quelque chose ou vous aviez une raison en particulier pour avoir inclus ce type de guillemets en blanc. Mais si je me retrouve, par exemple, des caractères en blanc ou des dents du texte, moi, si je suis l'examinateur d'un journal scientifique, etc., moi, je me demande pourquoi perdre tout ce temps pour ajouter des caractères en blanc qui ne servent pas dans ce texte? Est-ce que cet auteur a essayé de tricher le système dans quelque manière? Et pour une raison en particulier. OK? Et on peut aussi décider de masquer le texte, de le cacher à la fin à la fin d'un article, d'un chapitre, etc. Et normalement, si on cache des phrases et des paragraphes en blanc à la fin d'un chapitre, etc., ça c'est pour incrémenter le nombre de mots au-dedans d'un document. OK? Euh, c'est Authenticate qui vous montre ce texte en blanc en rouge, cerclé et en rouge. Ce texte dans la version originale était en blanc et pour ces raisons invisible. Mais nous vous montrons ça en rouge pour vous dire, OK, il y a quelque chose ici qui peut-être n'est pas correct ou peut-être qui vous devez voir s'il y a une intention de tricher, de plagier. Mais encore une fois, nous vous montrons euh, euh, ces, ces éléments, pardon. On vous montre les éléments, mais la décision sur s'il y a de plagiat ou pas, c'est la vôtre et la vôtre seulement. Vous ne pouvez pas utiliser le pourcentage seulement comme justification pour accuser quelqu'un de plagiat. Vous devez justement analyser les résultats, analyser bien sûr les indicateurs si on en a, et effectivement alors prendre une décision. OK? Les indicateurs d'intégrité pour ce qui concerne les caractères remplacés marchent d'une manière similaire au texte masqué. Si vous avez dans ces cas des caractères que vous avez remplacés, par exemple moi j'utilise toujours l'alphabet latin, mais dans ces cas j'ai remplacé des caractères de l'alphabet latin, ces voyelles A, avec des voyelles A de l'alphabet cyrillique. Dans ces cas, la différence ne peut pas être retrouvée par nos yeux, mais si vous voyez ici, on cercle ces caractères remplacés pour vous montrer que peut-être il y a quelque chose à vérifier ici. Pourquoi on a changé ces voyelles si on n'avait pas une raison officielle pour le faire. OK? Et ça, les similarités, les sections personnalisées, les indicateurs vous aident à voir s'il y a du plagiat sur ce texte. OK? Mais ça, comme j'ai dit, c'est une décision que vous faites vous-même. La rédaction par l'IA, c'est une type de analyse différente.
avec la similarité, on a une comparaison textuelle. On compare votre fichier avec une liste de fichiers qui est au-dedans de notre base de données. Avec la rédaction par l'IA, on n'a pas ce type de travail, on ne fait pas ce type de travail. Ce qu'on fait, c'est de prendre votre texte, votre fichier, on va le diviser en sections de plus ou moins 200 mots. Ces 200 mots seront comparés avec le système d'écriture de l'IA. Avec ça, je veux dire que c'est une comparaison qui est un peu plus grammatique, qui est un peu plus basée sur la grammaire, sur la syntaxe, sur le vocabulaire, mais c'est pas un type de comparaison textuelle. On ne compare pas texte avec texte, on compare chaque segment de 200 mots que vous avez écrit avec la manière d'écrire, de s'exprimer des outils IA. OK? Parce qu'on sait que les outils IA, par exemple, répètent toujours le même type de vocabulaire, la même syntaxe, la même manière de, par exemple, utiliser des phrases comme par contre ou la méthode de 3, par exemple, la pollution est dangereuse parce que raison numéro 1, raison numéro 2, raison numéro 3. OK? On a des, comme on dit, des particularités, OK? Des détails que l'IA répète tous les temps pour créer vos fichiers. Et pour cette raison-là, ça c'est la manière de le retrouver. Pas avec une comparaison textuelle, mais avec une comparaison du type de grammaire, vocabulaire et syntaxe. OK? Alors, c'est que on peut voir immédiatement, c'est un pourcentage de probabilité. Encore une fois, on parle de probabilité parce que, par exemple, si mon université m'a autorisé à utiliser, je ne sais pas, un système pour corriger la grammaire ou parce que je n'écris pas normalement en français, mais aujourd'hui, je devais préparer un article en français. Et moi, j'ai demandé à mon université si je pouvais utiliser un système de traduction ou un système de correction de la grammaire française qui est peut-être en ligne. Et si ce système de correction en ligne utilise l'IA, alors le système pourrait probablement le détecter et vous montrer le texte surligné en bleu pour vous dire, OK, il y a du texte probablement créé par l'IA ici, mais si vous avez une raison légitime comme j'ai seulement corrigé la grammaire et mon université m'a autorisé à faire ça, alors ce pourcentage, ce taux, c'est justement un taux de probabilité et je sais comme institution que je peux l'ignorer parce que on a déjà décidé et avec cet auteur qu'on pouvait utiliser l'IA pour des traductions, etc. OK? Si on a utilisé un système pour, comme on dit, humaniser le texte créé par l'IA, mettons que j'ai un étudiant qui m'a envoyé un chapitre pour sa thèse et ce texte a été écrit par l'IA et après l'étudiant a utilisé un système IA pour humaniser son texte. OK? Alors le système peut aussi détecter ça. OK? Et cette détection sera retrouvée au-dedans de la section en bleu. Le texte sera surligné en bleu. Toutes les parties en bleu sont aussi présentes au-dedans de la décomposition de la copie. Chaque rectangle ici, c'est une partie du texte que le système a détecté comme possiblement créé par l'IA. OK? Je peux me déplacer d'un rectangle à l'autre pour voir les différentes parties du texte.
Si je crée un texte avec l'IA, mais je l'ai seulement reformulé avec l'IA, pas humanisé nécessairement, mais je l'ai mis sur un système qui reformule, alors dans ces cas, les phrases, les paragraphes apparaîtront surlignés en violet. OK? Alors, comme j'ai dit, le système vous donne ce taux de probabilité, mais c'est à vous, comme examinateur, de décider s'il y a effectivement l'utilisation d'IA ici. Alors, c'est important avant, bien sûr, de accepter des textes euh, aujourd'hui, de créer des procédures, euh, des documents où on décide d'inclure très clairement quels sont les scénarios où on peut utiliser l'IA, les scénarios qui ne permettent pas d'utiliser l'IA, par exemple. Euh, Si par exemple nous voulons que les auteurs nous présentent au début de documents c'est qu'on appelle en anglais un disclaimer, so une introduction séparée à l'introduction de l'article pour dire exactement si on a utilisé l'IA, pourquoi, quel type de système on a utilisé. Parce que dans ces cas, alors, si on retrouve bien sûr de texte surligné, on pourra penser immédiatement, oh ok, l'auteur nous a dit qu'il a utilisé ou qu'elle a utilisé l'IA pour ces raisons-là, avec cet outil, etc. Ça c'est bon, on peut ignorer le pourcentage. Ok? C'est important d'avoir ces politiques académiques qui sont très claires, qui incluent immédiatement ces scénarios pour l'utilisation d'IA ou pour ne pas l'utiliser, pour par exemple l'utilisation de cette introduction additionnelle pour nous montrer quel système IA on a utilisé ou pas. Parce que moi, par exemple, si j'ai une introduction additionnelle, je dis non, je n'ai pas utilisé IA, blabla, et après mon professeur retrouve ici qu'il y a un pourcentage IA très élevé, alors il pourrait être que j'ai des explications à fournir, par exemple. OK? Et ça, c'est très important. Si vous avez des questions pour ce qui concerne l'utilisation de l'IA, comment on a créé ce type de détection IA, ce système de détection IA, c'est que on peut détecter et c'est qu'on ne peut pas détecter. On a une liste de questions fréquentes ici. On a des ressources qu'on peut utiliser avec les étudiants, avec les chercheurs, avec nos collègues, etc. Et on a aussi des guides à l'utilisation qui nous montrent, qui nous expliquent qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de générer par l'IA uniquement, qu'est-ce que ça veut dire si je retrouve texte généré par l'IA puis reformulé par l'IA, etc. Ok, mais c'est toujours important, ok, de regarder mettre à jour vos politiques académiques et après, de regarder aussi le texte, parce que le texte vous donne beaucoup d'infos. C'est très clair, même si les auteurs pensent que l'IA a fait un bon travail, et c'est toujours possible de détecter ce qui s'est passé, même si peut-être une phrase n'a pas été surlignée, etc. Parce qu'on a, par exemple, si on a des listes ici, même si la liste a été créée par l'IA, si chaque élément de la liste inclut au moins 300 mots, il sera très difficile et en fait impossible pour la détection IA de vous donner des pourcentages, mais vous pouvez voir immédiatement s'il y a des listes, que peut-être s'il y a des phrases répétées, s'il y a le vocabulaire qui est un peu trop euh, robotique peut-être, on peut immédiatement identifier, même sans un pourcentage IA, s'il y a quelque chose qui n'est pas qui n'est pas trop légitime. Voilà. Alors, vous pouvez toujours télécharger vos rapports de similarité. Vous pouvez l'imprimer, vous pouvez utiliser la copie d'origine et la télécharger. Vous pouvez télécharger le rapport d'écriture IA et vous pouvez envoyer le rapport de similarité par email aussi. OK?
Si vous voulez voir combien de mots vous avez dans ces documents, vous cliquez sur la U, here, ici, et la I, ici, vous donne plusieurs infos, ID de la copie, etc. Mais sur fichier, vous pouvez voir nombre de caractères, nombre de mots, etc. D'accord? Alors, on est arrivé à la fin de l'explication de l'interprétation du rapport de similarité. On peut maintenant voir vos questions. Ok, je peux regarder les questions que l'équipe n'a pas l'opportunité d'y répondre. Oui. Oui, si je peux t'aider, Pamela, Mhm. si tu Oui, permets. Donc, absolument. si vous voulez, on commence par là où vous êtes, vous avez terminé Mhm. l'IA, le rapport IA, parce qu'il y a beaucoup de questions Mhm. sur l'IA. Oui, Donc, il y avait beaucoup de questions sur la langue. Vous y avez répondu que c'est principalement l'anglais et le japonais. Et les autres langues, peut-être ils sont en cours. On nous a dit, votre équipe support qu'ils travaillent sur l'arabe, mais il n'y a pas une date pour le lancement, non. mais c'est en cours. Donc, il y a une question qui dit pourquoi, j'ai perdu la question, mais quelqu'un qui a utilisé le même document et a eu des pourcentages d'IA Oui, différents à chaque fois. oui. Alors, une question qui est très intéressante et qui est très importante, que c'est la question Authenticate donne des pourcentages plus élevés concernant la rédaction IA récemment. Est-ce que c'est normal? Et ça, la même chose passe avec quelqu'un qui a déposé le même document aujourd'hui et le même document demain. OK, on a mis à jour le système de rédaction IA à la moitié d'octobre. Et ça veut dire que, bien sûr, si on avait des fichiers, par exemple au début d'octobre et après à la fin d'octobre, qui sont les mêmes, la rédaction IA va vous montrer des pourcentages plus élevés maintenant parce que le système a été mis à jour. Et le système, comme on dit, on l'améliore couramment. OK, et toujours, on va retrouver que vos articles, vos thèses recevront des résultats avec des taux de rédaction IA plus élevés chaque fois qu'il y a une mise à jour de notre système. Ainsi que oui, et c'est normal, c'est quelque chose qu'on a remarqué avec tous les utilisateurs qui ont à disposition Authenticate, mais aussi d'autres outils de Turnitin, parce que oui, la mise à jour a donné ce type de pourcentage d'un jour à l'autre, hein. C'est très normal, oui. Il y a une question intéressante. Si nous avons un pourcentage élevé d'IA, c'est quoi la solution? Alors, euh, la solution en premier, si vous n'avez pas encore mis à jour vos politiques académiques, je vous conseille de le faire immédiatement. Mais mettons que ça, ce n'est pas possible maintenant parce que vous avez déjà déposé, bien sûr. Alors, c'est que les conseils, le meilleur que je peux vous dire, c'est alors, il y a deux options ici. Si le document en question n'est pas le vôtre, c'est un document d'un étudiant, d'un chercheur qui vous a envoyé un article de recherche, etc., la première chose à faire sera d'en parler avec eux immédiatement et directement et poser des questions très claires sur est-ce que vous avez utilisé un traducteur, est-ce que vous avez utilisé un système de paraphrase, est-ce que vous avez utilisé IA au début pour créer votre bibliographie, etc., etc. OK, ça c'est une discussion avec vos auteurs, c'est la première chose parce que, bien sûr, c'est trop tard, une fois qu'ils ont déjà envoyé les documents, etc., pour mettre à jour les politiques académiques, parce qu'ils n'auront pas l'opportunité de le lire. Euh, mais bien sûr, préparer une liste de questions et parler avec ces auteurs, c'est la première chose. Si vous êtes un auteur qui est en train d'envoyer cet article à un éditeur, par exemple, vous l'avez justement
euh, vérifier sur Authenticate avant de l'envoyer à l'éditeur. Alors, dans ce cas, ce que je vous conseille, c'est de retourner au texte original et au lieu d'utiliser IA, d'écrire ces phrases vous-même. Ça, c'est la seule solution que vous avez. Euh, Au lieu de demander à l'IA de vous aider, c'est prenez un risque, écrivez ça de votre main à quatre mains et après justement corrigez les erreurs de la grammaire, etc. Une fois que vous en avez l'opportunité, mais n'utilisez pas l'IA. Si vous ne savez pas, par exemple, si votre éditeur accepte l'utilisation d'IA, n'importe pour quelle fonctionnalité. Par exemple, si vous fonction, pardon. Si par exemple vous l'avez utilisé pour une traduction, vous l'avez utilisé pour créer la bibliographie, etc. Ça n'est pas important parce que si vous ne savez pas si l'éditeur accepte ce type d'utilisation IA, il serait mieux de l'éviter complètement. Sinon, vous allez avoir un article qui est bien sûr refusé, mais aussi peut-être que vous allez être refusé chaque fois que vous essayez de publier avec cet éditeur. Alors, une autre option que vous avez, c'est de contacter l'éditeur directement ou votre professeur directement et lui demander, poser la question, est-ce que je peux utiliser l'IA pour les traductions? Est-ce que je peux utiliser l'IA pour reformuler ma bibliographie ou une certaine phrase, etc. Si vos professeurs et l'éditeur vous dit non, ça n'est pas possible, ne risquez pas. Ne risquez pas. D'accord? Parce que ça va vraiment être un problème pour vous. Parce que moi, justement, j'ai parlé avec une professeure de psychologie juste il y a quelques jours. Et elle m'a dit qu'il y avait un étudiant de master qui voulait faire un doctorat avec elle. Et cet étudiant de master a envoyé un proposal de thèse de doctorat écrit complètement par l'IA. L'IA avait créé, voyez l'incroyable, l'IA avait créé des articles de recherche au nom de cette professeure et l'étudiant n'avait pas du tout Vérifie. vérifié. Il a envoyé à ses professeurs qui n'avaient pas écrit ces articles de recherche au-dedans de ses proposals. Et elle lui a dit non, pardon, je ne veux pas travailler avec vous maintenant ou dans le futur parce que ce que vous avez fait et c'est pas acceptable. Ainsi que il est important de vérifier toujours avec vos professeurs, les éditeurs, etc., avant d'utiliser l'IA. Parce qu'une fois que vous l'avez utilisé, vous envoyez un document, ça c'est trop tard. OK? J'ajouterais pas, mais là que Mhm. maintenant la plupart des éditeurs ont des chartes ou des recommandations ou des guides pour utilisation de l'IA, des politiques d'utilisation de l'IA, c'est ça, politique d'utilisation de l'IA. Elles sont affichées, ces politiques, dans leur site parce qu'on sait que maintenant l'IA, elle est incontournable. Donc, c'est une façon de cadrer cette utilisation et de montrer ce qui est permis et ce qui n'est pas, ce qu'on doit déclarer. Donc, c'est mentionné dans les politiques. D'ailleurs, nous avons publié sur notre page Facebook imis.cnrst un ensemble de liens vers des guides des principaux éditeurs tels que Wiley, Springer, Elsevier et autres éditeurs. Donc, je pense que ce serait très intéressant de prendre connaissance de ce pilote politique, pardon, pour savoir ce que nous devons faire et ce que nous attend. C'est ça. Oui, absolument, absolument. Est-ce qu'il y avait d'autres questions que vous avez vues ou est-ce que je vais Il y a des stopper? questions concernant les citations. Mhm, Sur la meilleure forme, les formes euh, à utiliser, les mhm. signaux à utiliser. Et si j'essaie de synthétiser toutes les questions sur les citations. Elles sont détectables, bien sûr, par le système. Euh, donc, comment bien utiliser cet outil de citation dans la rédaction des articles?
Alors, j'ai vu des questions aussi pour ce qui concerne les guillemets qui ne sont pas Hmm. reconnus. Alors, les guillemets que vous avez montrés au-dedans de la question devraient être reconnus, mais pensez à, par exemple, parfois vous avez, je sais pas, une phrase qui commence comme ça. Guillemets, blablabla a dit ça, et après, entre cette phrase, on avait une autre guillemet qui vient peut-être de l'auteur original. Ça arrête l'exclusion, et ça peut-être que, et dans certains cas, ça peut être partie du problème. Mais les guillemets que vous m'avez montrés, elles sont légitimes, elles devront être utilisées pour les exclusions. C'est que je vous conseille, parce que je ne vois pas de problème avec ça, ce que vous avez écrit, serait de rejoindre notre équipe de support et lui demander si, les demander si effectivement il y a un problème avec les guillemets ou s'il y a un problème avec effectivement le système d'exclusion des citations. Parce que il pourrait être un des deux, OK? Mais comme j'ai dit, un exemple peut-être aussi que au-dedans de la même phrase, on a plusieurs types de guillemets. On commence avec les doubles, mais au-dedans de la phrase de l'auteur original, on avait par exemple des guillemets individuels et ça va arrêter l'exclusion. Ainsi que contacter notre équipe de support pour effectivement découvrir si le problème sont les guillemets, si peut-être il y a un problème de fonctionnalité qu'on doit résoudre nous-mêmes. Pamela, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous parler de bloc de citation? Parce que dans l'ancienne Oui. version, il y avait cette notion. Quand on détecte un bloc, il y a une grande partie d'un document qui est considéré comme citation, donc elle est détectée par le système et par contre, elle n'est pas considérée comme citation. Ça pourrait être parmi parfois des astuces utilisées pour Mm. masquer euh, un plagiat en le considérant comme citation. Est-ce que dans cette version, le bloc de citation est pris en considération? Alors, dans cette version ici, on n'a pas bloc de citation, on a groupe de correspondances. Ça, c'est la manière avec laquelle on a remplacé ce bloc de citation. Voilà. Alors, comme j'ai dit auparavant, si vous avez une source, cette source, peut-être que vous avez utilisé du texte de cette source, mais pas tout dans la même page. Peut-être que vous avez utilisé dans la première page, pardon, le premier paragraphe, dans la deuxième page, une deuxième paragraphe, etc. Alors, celles-ci sont nos blocs de texte. OK? Cette partie différente au-dedans d'une source sont nos blocs de texte. Vous retrouvez les blocs de texte ici au-dedans du groupe de correspondance, mais seulement si le texte, comme j'ai dit, a été écrit en anglais. Alors, au-dedans de ce bloc de texte, si on clique là, on peut voir la phrase qui est contenue au-dedans de ce bloc de texte. Et comme j'ai dit, il pourrait être que une source internet, par exemple, ou un article, on a utilisé plusieurs phrases, mais qui viennent de pages, de parties de documents qui ne sont pas proches les unes aux autres. Alors, dans ces cas, mettons que ça c'est mon premier bloc de texte. Ici, peut-être que ça c'est la description d'une pièce de législation, ok? Ce pièce de législation, moi, je ne dois pas le citer mot par mot. Je ne dois pas dire, ok, l'auteur de cette pièce de législation est Monsieur bla 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 bla. Il a écrit que guillemets bla 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 bla. Parce que mon examinateur, cet éditeur, ils savent déjà que ça n'est pas nécessaire. Alors, dans ces cas, on peut utiliser l'exclusion du bloc de texte directement d'ici. Okay? On peut exclure la correspondance d'ici, ou je peux aller sur la partie du texte où je trouve exclure ce texte. Je clique là et voilà que ce bloc de texte a disparu. Et maintenant, bien sûr, la pourcentage de similarité se réduit parce que j'ai exclu une partie du texte que ne devait pas être surligné parce que on n'avait pas besoin de mettre des citations là.
OK? Mais le reste des blocs de texte de la même source reste comme normal jusqu'au moment que je décide de les exclure. Il pourrait être que les autres parties que j'ai pris de cette source, pardon, devraient être citées correctement et pour ces raisons-là, je les laisse surlignés comme blocs de texte sans les exclure. Mais s'il y a, par exemple, d'autres blocs de texte euh, que je sais, on n'a pas besoin de citer parce que on doit les exclure. Alors, dans ces cas, c'est justement, je clique sur bloc de texte et voilà où est la phrase là? Je peux l'exclure. OK. Je peux justement cliquer sur exclure ce texte et ça va être ignoré et la pourcentage se réduit encore une fois. Alors, ça, c'est la manière d'exclure ces blocs de texte maintenant. OK? Et ça vous donne un peu de flexibilité parce qu'il n'y a pas seulement l'exclusion des sources complète avec chaque bloc de texte, vous avez aussi l'opportunité d'exclure chacun bloc de texte séparément avec les groupes de correspondance. OK? Est-ce que ça vous aide? Oui, merci. OK. Merci, Pamela. Et alors, moi, je vois des autres questions. S'agit-il de... OK. Quel est le taux de tir accepté? Moi j'aime bien ces questions parce que c'est la même question qu'on recevait auparavant pour ce qui concerne les taux de similarité acceptés. On n'a pas un taux d'IA accepté comme on n'a pas un taux de similarité accepté. Mais il est plus facile d'avoir, par exemple, un seuil de tolérance pour ce qui concerne la similarité parce qu'on peut voir la liste des sources à droite et on peut un peu l'analyser, exclure des choses, etc. Pour ce qui concerne pardon, les taux IA, si vous avez utilisé l'IA et votre professeur ou votre éditeur a dit n'utilisez pas l'IA, n'importe pas si vous avez un pourcentage d'IA de 1% ou de 20% ou de 30%, il sera toujours euh, euh, ça sera toujours une raison pour vous refuser la publication. Parce que ce n'est pas une chose qui concerne le taux de l'IA, mais est-ce que vous avez l'autorisation d'utiliser l'IA ou pas? Parce que si vous n'avez pas l'autorisation d'utiliser l'IA, n'importe quel pourcentage vous avez retrouvé au-dedans du rapport, vous allez voir que votre article, votre thèse seront refusés. Et ça, c'est le risque que vous prenez si vous utilisez l'IA sans l'autorisation de vos professeurs, de l'institution, de l'éditeur, etc. Je vais répondre aussi à cette question qui me parle de Grammarly parce que, OK, Grammarly utilise maintenant un outil qui est, qui est, OK, qui est basé sur l'IA. Ainsi que Grammarly, si vous corrigez grammaire et syntaxe avec Grammarly, Grammarly utilise l'IA pour faire ses corrections. Et pour ces raisons-là, les taux d'IA va vous apparaître comme élevé. OK? Ainsi que, encore une fois, pensez bien à les outils que vous utilisez parce que maintenant, je crois que je n'ai pas de statistiques, mais je crois qu'il n'y a pas trop d'outils qui n'ont pas un élément IA au-dedans, qui utilisent l'IA pour vous aider à faire n'importe quoi. Et pour ces raisons, et Grammarly, on sait que c'est un de ces outils qui utilise absolument l'IA pour certaines fonctionnalités. Et c'est toujours important, encore une fois, de contacter votre institution, professeur, éditeur, etc., pour lui demander est-ce que je peux utiliser Grammarly et sinon, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous me conseillez pour pouvoir améliorer ma grammaire, ma syntaxe, etc. OK? Posez ces questions tout le temps. Ne risquez pas. Ne risquez pas.
Est-ce que les éditeurs... Oh, pardon. Oui, vous avez quelque chose à dire? Non, non, c'est bon, non, Ah, c'est bon. Je suis en train de voir les questions, s'il y a d'autres questions, d'autres nouvelles questions. Mais il y a des questions qui sont sur des aspects et des points qu'on a déjà vus. Donc, je vous invite à voir l'enregistrement. Les enregistrements, on les met sur notre page YouTube, chaîne YouTube plutôt, Scénaristé officiel. Donc, et nous, une fois c'est disponible, on les annonce dans notre page Facebook, imis majuscule, point scénaristé majuscule. Euh, donc, vous allez la revoir et trouver les réponses aux questions que vous posez que malheureusement, on ne peut pas les revoir parce qu'à chaque fois, on programme avec Pamela 1h30 pour la formation, mais à chaque fois, on la dépasse de loin, on la retient. Je tiens en votre nom, je la remercie pour sa générosité et sa disponibilité toujours. Elle nous prévoit toujours plus de temps, elle nous consacre toujours plus de temps que prévu. Je la remercie. Donc, si vous ne voyez pas d'autres questions, Pamela, je vous remercie ju- beaucoup pour votre formation et votre disponibilité et toutes ces explications que vous nous fournissez. juste une question que j'ai vue pour ce qui concerne quand vous allez sur la partie de la rédaction IA, vous voyez une petite étoile au lieu d'un pourcentage. Si vous voyez ça, l'astérisque, alors cette petite étoile, ça vous dit que le pourcentage IA est mineur de 20%. OK? Et le système ne vous donne pas un nombre précis quand on a cet astérisque, mais ça veut dire qu'il y a du texte détecté par l'IA, mais c'est un pourcentage mineur de 20%. Si vous n'avez pas, par exemple, aucun pourcentage pour la détection IA, vous n'aurez pas l'opportunité de voir l'étoile ou un taux de rédaction IA, pas du tout. OK? Et une autre question qu'il y a, est-ce que les éditeurs suppriment les sources pour les plagiats? Alors, les filtres, si on a un éditeur, mettons, qui utilise Authenticate, ils auront l'opportunité d'utiliser les filtres, mais c'est quelque chose à eux de décider. On ne peut pas vous dire oui, ils suppriment les sources ou pas. Ils ont l'opportunité, la possibilité de supprimer les sources avec les filtres, mais c'est pas à dire qu'ils vont le faire. Alors, encore une fois, c'est important que vous peut-être contactez les éditeurs auparavant parce qu'ils peuvent vous donner des infos sur le seuil de tolérance pour la similarité qu'ils acceptent. S'ils suppriment les sources ou pas, ils devraient parce que c'est quelque chose de très normal de citer correctement et ça ne devrait pas être utilisé contre vous, mais je ne peux pas vous garantir que ça va passer. Alors, c'est toujours important de contacter les éditeurs et voir. Et la dernière question, justement, est la traduction par l'outil DeepL augmente le taux de l'IA. Alors, DeepL aussi a des éléments IA et encore une fois, euh, demandez, posez la question à votre institution. Est-ce que je peux utiliser DeepL? Parce que pour être que, il, même si il y a des fonctionnalités DeepL qui n'utilisent pas IA, votre institution ne considère pas DeepL comme quelque chose de éthiquement acceptable, par exemple. Je le dis ici comme une idée comme ça. Hein. Je ne dis pas que DeepL n'est pas éthiquement acceptable, mais si vous avez quelqu'un, une institution, un professeur qui pense qu'il n'est pas acceptable de l'utiliser, vous allez risquer beaucoup. Demandez si c'est quelque chose d'acceptable. Et c'est tout. Et je crois que ça, c'est tout. Il y a, toutes les autres sont des questions enlacées aux questions qu'on a déjà, donc on a déjà répondu, ainsi que je crois que... Oui, la même chose pour Scribr. Tous ces sites, n'utilisez pas de sites si vous ne savez pas si leur utilisation est acceptée ou pas. Ça va pour tout. OK? N'importe quelle liste vous envoyez à l'équipe de support d'Authenticate, à votre institution, etc. Si vous n'avez
obtenu l'autorisation de les utiliser, c'est toujours un risque. OK? Et alors, moi, j'enverrai l'enregistrement que j'ai dit à l'IMIST et après, elle sera publiée sur YouTube, je crois. Oui, J'enverrai, comme toujours, toutes les infos à l'IMIST et si vous avez envie de remplir le formulaire de satisfaction, voici le code. Et je vous remercie pour être resté ici jusqu'à maintenant. C'est pas un problème pour moi de rester un peu de plus avec vous. Mais merci, on va se rencontrer à la prochaine. Alors, oui, merci, Madame le Slimani. 18. Merci, merci. Donc, on se donne tous rendez-vous le 18. Et si vous voulez encore assister, il y a toujours du nouveau qu'on traite dans les sessions de formation. Il y a toujours des aspects sur lesquels on met le point. Donc, vous pouvez assister encore une fois à la prochaine session du 18 décembre. Merci, Pamela. Merci beaucoup, Nora, qui nous accompagne dans la question-réponse et le chat. Merci à nos participants et à bientôt, Inch'Allah. Oui, merci, Madame Nasser, de ma part aussi. Merci, Madame Slimani, et bonne journée à tous. À vous Au aussi. Au revoir. revoir. Au Au revoir. revoir.